Chers téléspectateurs d'Africa Vegas, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Aujourd'hui, nous organisons cette émission dans le cadre du processus électoral en cours ici en Côte d'Ivoire, d'où nous émettons. Et aujourd'hui, il est question d'un thème majeur dans la campagne électorale, la cohésion sociale et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Pour en débattre, nous avons sur ce plateau M. Faïraman Rodrigue Koné. Il est sociologue. Bienvenue. Merci, bonjour. Avec nous également M. Isiaka Diaby, le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire. Merci M. Diaby. C'est moi qui vous remercie. Et pour entrer dans le vif du sujet, nous allons regarder un élément d'illustration signé Olive Adjakotan. En Côte d'Ivoire, 10 ans après la crise post-électorale, la question de la réconciliation nationale divise toujours les Ivoiriens. Selon le gouvernement, 99% des réfugiés sont de retour au pays en 2020. L'indemnisation des parents des victimes s'est faite avec succès, ce qui signifie que la réconciliation est une bonne dynamique. Les populations se rencontrent, vivent entre elles. Les mariages continuent entre les groupes ethniques, entre les groupes religieux, entre les différentes idéologies politiques. Des gens du FPI se marient à des gens du PDCI. Donc, en fait, quand on regarde le problème, c'est les désaccords politiques qui donnent l'impression qu'il y a problème, qu'il n'y a pas de réconciliation. Pour l'opposition, le chantier de la réconciliation nationale reste un échec dans la gouvernance du président Alassane Ouattara. Les exilés politiques, les prisonniers politiques, la justice des vainqueurs sont encore d'actualité en 2020, donc 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, pas de réconciliation véritable. D'autres sont exilés, où il y a des comptes gelés, où d'autres sont en prison, où on continue de condamner de manière abusive certains leaders politiques. On ne peut pas avancer dans ce climat. Il faut prendre un décret d'amnistie générale pour permettre à tout le monde d'être libre et pour exercer des activités politiques en Côte d'Ivoire. Sans ce degré d'amnistie générale, nous ne pouvons pas véritablement booster une réconciliation. Outre les tensions politiques, les conflits fonciers surgissent souvent entre les différentes communautés dans le pays. En 2019, à Béoumi, dans le centre, les conflits intercommunautaires ont occasionné une dizaine de morts. En 2020, les manifestations contre le troisième mandat ont également fait une quinzaine de morts. Et selon des experts, toute la société reste à blâmer, quoique la réconciliation reste un idéal commun. Je voudrais dire que les politiques sont certes à blâmer en premier lieu, mais au niveau communautaire, à la base, les antagonismes restent également forts. Il n'est pas évident d'aboutir à une situation de réconciliation parfaite. Le plus important, c'est de créer un environnement qui soit beaucoup plus apaisé, mais dans lequel les acteurs, quand ils ont des différends, ils arrivent à les gérer à travers le dialogue sans user de la violence. Et nous sommes dans un contexte où la violence devient un recours systématique quand il y a un problème. Et donc, ce qui est un indicateur que les mécanismes qui permettent de gérer de façon plus raisonnable, plus pacifique ces conflits-là ne fonctionnent plus. Et c'est ce que la réconciliation devait reconstruire. Et donc, on espère que progressivement, les acteurs politiques pourront se surpasser et arriver à une situation de dialogue plus systématique pour régler les différends. En rappel, chaque 15 novembre, la Côte d'Ivoire célèbre la Journée nationale de la paix, occasion pour inviter les uns et les autres à promouvoir la cohésion sociale en désarmant les cœurs. La présidentielle du 31 octobre 2020 reste néanmoins un test pour la réconciliation nationale. Alors, on retourne sur ce plateau. Monsieur Diaby, qu'est-ce qui perturbe le vivre ensemble ici en Côte d'Ivoire? Ce qui perturbe le vivre ensemble ici en Côte d'Ivoire, c'est l'instrumentalisation de la jeunesse. Cette jeunesse déscolarisée, cette jeunesse à la recherche d'emploi, ce sont ces personnes vulnérables que les politiques ciblent aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour, n'est-ce pas, réaliser leurs objectifs. Généralement au détriment des populations et au détriment de cette même jeunesse qui en sortent des victimes de violations de divers actes d'atteinte aux droits de l'homme, droit à la vie, droit à l'intégrité physique et même leur droit à leur liberté d'expression démocratique, tant individuelle que collective. Mais heureusement, en Côte d'Ivoire, nous avons quelque chose qui est très fort, c'est le brassage. Le brassage, on a hérité du brassage depuis avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce ciment de notre brassage
est tellement fort qu'aujourd'hui, les crises, quand elles surgissent, elles ne vont pas plus loin. Dès lors que les seniors, n'est-ce pas, les personnes adultes rentrent en action, ils arrivent à maîtriser cette jeunesse. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que vous dites que le ciment du brassage communautaire, il est fort, mais cela n'empêche qu'à la première occasion seulement, chacun se retranche dans son coin et on évoque des questions identitaires. Je ne comprends pas. Effectivement, l'offre politique au fait de nos leaders, c'est seulement instrumentaliser, n'est-ce pas, la division ethnique et religieuse pour réaliser leurs objectifs. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Hein? C'est seulement, nous avons déploré cette longue rébellion qui a fait de la Côte d'Ivoire ce que vous savez. Mais nous affirmons que le brassage ethnique, le brassage aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est ce barrage-là qui aujourd'hui fait face à la guerre civile qui heureusement n'est jamais vraiment arrivée en Côte d'Ivoire. Monsieur Koné, le brassage ethnique est-il vraiment si fort pour qu'à la première occasion, on voit chacun se retrancher dans son coin pour combattre l'autre? Quel que soit le niveau, je dirais, de ce brassage, il faut reconnaître qu'il y a une question fondamentale qui, dans le paysage politique en Côte d'Ivoire, constitue, je dirais, une menace continue pour cette cohésion, pour ce lien social. C'est la qualité de l'offre politique elle-même. À mon avis, c'est l'environnement politique a malheureusement polariser les groupes ethniques dans le champ autour de la logique de la conquête du pouvoir, au point où finalement on se retrouve à des moments où, comme nous sommes autour des périodes électorales comme celle que nous vivons, voilà que ces tensions-là, ces acerbes deviennent grandes. Et également, quand il y a des conflits autour des ressources au niveau local, c'est normalement ces conflits qui devaient se résoudre de façon pacifique en recourant aux figures locales, les communautés, les responsables des communautés. Finalement, ces acteurs n'arrivent plus à contenir ces conflits dans la mesure où les enjeux du politique viennent se greffer aux enjeux locaux au point d'en dépasser la capacité et l'influence même de ces figures locales qui puissent prendre en charge ces questions. Mais je pense que si nous analysons les choses de façon immédiate comme ça, il faut replonger dans une longue période historique aussi pour comprendre. Parce que les différentes violences qu'il y a eu lieu dans le passé n'ont jamais été véritablement traitées. Et ensuite, je voudrais dire, les mécanismes, je dirais, de justice, souvent, en général, ne fonctionnent pas, au point où il y a une sorte d'impunité qui fait le lit de la reproductibilité des violences. Donc, c'est un ensemble de mécanismes et en cela, je pense que la question de la réconciliation reste centrale si nous voulons véritablement construire une société qui est beaucoup plus cohésive. Avant d'aborder la réconciliation, on va creuser un peu encore la question. Est-ce que hors période électorale, les populations vivent vraiment en symbiose? Oui, elles vivent de façon quotidienne et il ne faut pas oublier que toute société, il y a des conflits et ça, c'est la chose la plus normale. La société est fondée sur des conflits. Mais l'enjeu central, comme je le disais, c'est les mécanismes qui doivent permettre de gérer pacifiquement ces conflits. Ces mécanismes en sont devenus plus ou moins, ont perdu de leur légitimité. Quand on revient historiquement, on voyait comment, comme j'ai dit, les chefs religieux, les chefs de villages, ceux qui ont l'autorité traditionnelle, arrivaient à gérer ces mécanismes-là. Mais nous sommes dans un environnement où le politique, finalement, instrumentalise. Et c'est pourquoi c'est à des périodes, en dehors des périodes électorales, il y a des fortes périodes de tensions qui peuvent se jouer autour, par exemple, des conflits fonciers ou d'autres types de conflits. Mais ils deviennent violents parce que, justement, comme je dis, il y a cette mémoire douloureuse historique et des problèmes qui n'ont pas été réglés. Et quand l'occasion se présente, les frustrations réémergent et deviennent de plus en plus violentes. Cela dit, ce n'est pas une situation de conflit continu, de violence continue. Les uns et les autres trouvent, se parlent, et ça devient très difficile quand le politique s'y mêle. Oui, mais M. Diaby, la manière dont, en période électorale, la violence s'invite facilement et les divergences ethniques se font très visibles, est-ce à dire que en période non électorale, on est dans une situation de non-paix, non-guerre, ou paix armée carrément?
Oui, à cette période-là, nous disons que les Ivoiriens acceptent de revivre automatiquement ensemble. Et voyez-vous, après la crise post-électorale, il y avait plus de milliers d'Ivoiriens qui étaient en exil. Et pour faire venir ces Ivoiriens, lorsque nous approchons leurs amis, les concitoyens dans les quartiers, ils acceptent automatiquement que aucune résistance. Sans résistance. Ils ont toujours dit que c'est les hommes politiques qui nous ont mis en conflit. C'est ce qui revient tous les jours. C'est toujours les hommes politiques qui nous manipulent. Donc ces personnes-là reviennent et ils revivent ensemble, parmi lesquels d'autres ont commis des crimes les plus graves, dont a été victime les voisins de peut-être 30 ans, de 20 ans, de 15 ans. Mais les gens acceptent de revivre ensemble. Donc ça veut dire qu'il faut que la population ivoirienne même rejette l'offre politique actuelle qui consiste à instrumentaliser la jeunesse. Voyez-vous, pour l'acquisition de l'indépendance en Côte d'Ivoire et en Afrique, ce sont les adultes qui ont mené la lutte dans la cohésion, dans l'entente pour ramener l'indépendance dans nos pays respectifs en Afrique. Mais aujourd'hui, les hommes politiques utilisent la jeunesse. Cette jeunesse, c'est très bien manipulable parce qu'elle est déscolarisée, elle est nécessitée, elle attend un certain nombre de choses, elle est à la recherche du travail qu'elle n'a pas. Donc, avec des moyens financiers, on arrive à manipuler la jeunesse facilement qui s'attaque à des cibles orientées par les hommes politiques, par exemple, tel groupe ethnique. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, le PDCI, généralement, on dit c'est les Baoulés. Alassane Ouattara, c'est les gens du Nord. Donc, dès lors qu'ils veulent régler leurs conflits politiques, ils manipulent cette jeunesse-là vers leur adversaire politique, vers l'identité de leur adversaire politique. Oui, et M. Diaby le disait, quand vous prenez les 3 grands partis politiques ici en Côte d'Ivoire, ces partis ont des noms, mais pas avec consonance ethnique. Mais, d'une manière ou d'une autre, on a facilement attribué à un parti, c'est le parti de tel bord, de telle ethnie, des partis de telle ethnie, de telle autre ethnie. Comment est-ce que cela s'est cristallisé? Est-ce que c'est autour du leader ou bien autour des idéaux? Justement, je crois que pour pouvoir comprendre pourquoi nous avons cette offre politique qui engage dans le champ, dans l'arène politique, les groupes, les communautés ethniques, il faut revenir à la constitution même de ces partis. On voit très bien que l'élite, ou je dirais les intellectuels qui sont autour en général de ces partis ont développé une stratégie, une forme de marketing des identités politiques dans la construction du capital, de l'électorat à la base. Quand on rentre dans le multipartisme en 1990, vous allez voir qu'un parti aussi important que celui du FPI va être très populaire dans des zones qui avaient été je dirais, des groupes qui étaient en conflit pratiquement avec le régime Houphouët-Boigny. On va voir qu'après l'élection de 90, le candidat Laurent Gbagbo va faire pratiquement le plein de voix dans les régions des Arcanes lagunaires, également un peu dans l'Est et également dans l'Ouest. Mais on voit très bien qu'historiquement, c'était des zones qui étaient opposées à Félix Houphouët. On avait le Parti progressiste à l'Est et à l'Ouest, on avait des leaders comme Dina Bailly, Étienne Dioman, et au sud, quelqu'un comme Ada Kami chez les athées, également Enes Boka chez les Abais. Donc, je dirais que ces antagonismes ont mal été gérés par le parti unique, de sorte à créer des frustrations et une mémoire douloureuse. Cette mémoire douloureuse sera retravaillée et mise en avant également par certains élus des partis pour constituer donc le capital politique. C'est de la même chose qu'on parle également du RDR qui naît en 94-95 là, qui justement dénonce aussi dans le parti du PDCI la mauvaise position des cadres du Nord, et donc il y a un discours ethniciste qui est construit pour créer un assentiment, une assise de ça. Je dirais le discours de l'ivoirité, également produit par le leader du PDCI, va également instrumentaliser ces variables ethniques en positionnant justement les accords comme les meilleurs gouvernants, disqualifiant également les groupes de l'Ouest comme étant des personnes qui ne peuvent pas gouverner, ainsi de suite. Donc tout cela a créé et a structuré inéluctablement
une base ethno-politique des partis, au point où, finalement, quand l'enjeu de lutte pour accéder au pouvoir, de le conserver, s'engage automatiquement ces groupes ethniques-là dans l'arène politique qui se confondent. Et malheureusement, comme on le disait tout à l'heure, cela va continuer, cette fabrique de capital politique sur l'identité, va partir sur l'instrumentalisation justement des conflits locaux qui vont se jouer autour du foncier, qui vont se jouer autour des pouvoirs également. C'est ce qui, aujourd'hui, à notre avis, fait que la dimension ethnique reste l'une des variables les plus structurantes des conflits politiques en Côte d'Ivoire à répétition. Pour nos téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en Côte d'Ivoire dans le cadre de la campagne électorale qui se déroule en vue des élections présidentielles du 31 octobre prochain. C'est vrai, la campagne a été émaillée de quelques violences. On en a observé à plusieurs endroits, notamment à Bongouanou, à Bonoa, à Dabou, à Débrimou. Mais on se demande, mais de manière concrète, qu'est-ce qui a pu enflammer ces localités? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette émission. Mais avant, on va marquer une pause pour revenir, prendre ces cas précis et en débattre afin de comprendre. Chers téléspectateurs, ne partez pas. On marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants. Nous revenons sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui aborde l'épineuse question de la cohésion sociale et de la réconciliation en Côte d'Ivoire, d'où nous émettons. Et toujours avec nous, M. Fahiraman Rodrigue Koné, qui est sociologue, également M. Isiaka Diaby, président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire. Donc, nous le disions tout à l'heure que dans certaines localités, on a senti quand même une montée de violence ces derniers temps. On a parlé de Bongouanou, de Bonoa, de Dabou, de Débrimou et ainsi de suite. Mais la vraie question est de savoir qu'est-ce qui a pu se passer pour que aujourd'hui ces localités-là se mettent en ébullition. On est dans un contexte où il y a un mot d'ordre de désobéissance civile qui a été lancé. Il n'y a pas eu un mot d'ordre de violence qui a été lancé. Alors comment se fait-il que le mot d'ordre de désobéissance civile se transforme aujourd'hui en un mot d'ordre de violence? Monsieur Koné. Oui, comme je l'ai dit, je pense que notre situation immédiate est foncièrement liée aux événements antérieurs. Hein, comme j'insiste pour Quels sont les éléments antérieurs? J'insiste pour dire qu'il y a une mémoire douloureuse qui est construite autour d'un ensemble de faits, par exemple des élections passées ou encore le conflit en 2002 et 2010, qui n'ont suffisamment peut-être pas été traités jusqu'en profondeur, au point à définir déjà sur l'espace politique une polarisation. Mais vous pensez qu'on pourrait le traiter vraiment en profondeur? Oui, Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Je pense que le processus de réconciliation nationale a travaillé, par exemple, a fait un travail extraordinaire. Et ceux qui tenaient ce processus-là, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'exilés qui sont rentrés. Il y a eu un travail de rapprochement des populations un peu à la base. Oui, mais comme je dis, la polarisation se situe au niveau... Elle est artificiellement entretenue par les politiques. Il n'y a pas eu un travail suffisant pour guérir, je pourrais dire, cette tension au niveau des leaders politiques. Donc, il faut, à mon avis, un dialogue politique plus profond, plus sincère, qui permet aux élites politiques de redéfinir un cadre plus sain du jeu politique, de l'arène politique. Parce que s'il n'y a pas de règles consensuelles autour du politique, et je pense que la figure des aînés politiques qui sont là, les trois ténors, M. Alassane Ouattara, M. Gbagbo et M. Henri Konan Bédié, s'il n'y a pas un véritable dialogue entre ces différentes personnalités, et également, je dirais, un engagement franc et sur des questions éthiques et morales, de sorte à redéfinir, comme à remettre à plat un espace, je dirais, des règles du jeu au niveau politique clair, on va toujours arriver à une instrumentalisation, comme je vais dire, des groupes ethniques. Mais également, comme j'ai dit, au-delà même de cette instrumentalisation directe, les antagonistes qui sont restés dans les cœurs, la mémoire douloureuse doit être guérie. Il faut qu'on remonte un peu plus longtemps pour déconstruire cette perception des autres communautés comme étant des ennemis les unes des autres dans le champ politique. Oui. Sinon, dans les relations sociales ordinaires, il y a les mariages se font, les gens se revoient, mais dès lors qu'on rentre dans le champ politique où les enjeux deviennent grands, parce que dans la tête, dans l'imaginaire des communautés, l'accès à l'État, c'est l'accès à un ensemble de richesses qu'on va redistribuer aux groupes.
Mais malheureusement, quand on perçoit l'État sur cet angle-là, on exclut obligatoirement les autres. Donc, il y a une sorte de frustration et je crois que ce travail doit être fait à la fois au niveau du dialogue politique pour aider les hommes politiques à définir des limites de leur action et ensuite mettre en face à face les populations pour déconstruire cette catégorie d'ennemis qu'ils ont dans la perception des uns et des autres quand ils sont dans les politiques. De toute façon, le pouvoir central a posé un certain nombre d'actes dans le cadre de la réconciliation. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Mais, Monsieur Diaby, il y a une chose quand même qui m'intrigue. On dit que les populations sont réconciliées. Les populations, les communautés n'ont pas de problème entre elles, a priori. Mais que ce sont les politiques qui ne sont pas réconciliés, qui s'invectivent et qui instrumentalisent les populations. Mais quand, je donne un exemple, j'assiste à un concert Zouglou où je vois des musiciens qui essaient de parler des acteurs politiques. Il y a des groupes qui se crient, mais tout cela se fait en parfaite cordialité, en toute compréhension. Mais pourquoi ce vivre ensemble qu'on observe, séance tenante, et ça n'a jamais gêné personne que l'on dise, bon, les gens de Gbagbo, les gens de Ouattara, les gens de Bédié et tout, dans une même salle, ça se passe en parfaite symbiose. Mais comment se fait-il que sur le terrain, dès que nous sommes en situation électorale, ce n'est plus de l'amusement, ça prend des allures guerrières? Effectivement, la réconciliation mise en place en Côte d'Ivoire n'a pas traité les questions fondamentales. Il y a eu plusieurs processus qui ont été mis en place en Côte d'Ivoire ici depuis 2001. Les questions centrales, les causes profondes n'ont pas été traitées. Aujourd'hui, vous allez descendre dans la rue avec votre micro pour demander aux Ivoiriens c'est quoi faire de la politique, je ne saurais pas vous répondre. On n'a pas expliqué c'est quoi le multipartisme aux populations. Ils ne savent pas. Ensuite, il y a ces rancœurs, il y a ces victimes qui n'ont pas obtenu vérité, justice, repentance. Aujourd'hui, on estime que il faut tout laisser tomber et aller à la réconciliation. Mais les gens vivent dans la rancœur, les gens vivent dans la hantise. Certaines personnes aujourd'hui estiment qu'en Côte d'Ivoire, mieux vaut être bourreau que d'être une victime. N'est-ce pas? Parce que les victimes voient les bourreaux qui sont bien traités, les gens qui sont récompensés, qui sont nommés, alors qu'elles subissent les violences, qui ont subi les violences et portent encore les séquelles. Aujourd'hui, il y a cette colère-là aussi qu'il ne faut pas négliger dans les résurgences des violences. N'est-ce pas? Et puis, mais pourtant, il y a une certaine justice qui est passée par là. La justice est passée par là. Non, mais il faut reconnaître que la justice en Côte d'Ivoire, elle n'a pas été réparatrice. Oui, elle n'a pas donné totalement satisfaction. Je pense que ce que M. Isiaka a dit, les rancœurs qui restent, quand vous voyez votre bourreau qui est auréolé de tous les honneurs, vous avez quand même un peu mal. Je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment... Que la justice a été sélective? Elle a été aussi sélective, elle n'a pas été une justice équitable. Ça, il faut le dire. Il y a en tout cas beaucoup à faire à ce niveau. Donc c'est ce qui a laissé penser à certains que c'est une justice des vainqueurs, c'est ça? Oui, même quand on parle de justice des vainqueurs, il faut reconnaître que même antérieurement à cela, la justice a toujours été mal rendue. Souvent, ceux qui sont bourreaux aujourd'hui étaient les victimes d'hier et ceux qui sont les victimes d'hier sont les bourreaux d'aujourd'hui. Donc, finalement, si la justice en tant que telle ne joue pas son rôle de façon impartiale, de façon crédible, cela laisse encore des ressentiments dans les cœurs des uns et des autres. Et donc, c'est un travail, je pense, inlassable à faire. On ne veut pas dire que rien n'a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Et pour moi, les enjeux politiques et la cristallisation politique autour, donc, d'abord de ces inimitiés entre leaders politiques, et ensuite de non-clarification des règles du jeu politique, constitue à entretenir continuellement ces tensions à terme. Monsieur Diaby, vous avez semblé dire tout à l'heure que les populations, de la manière dont ils prennent les choses, ce n'est pas ignorance.
en quelque sorte. Ils ne savent pas la politique, ça conduit où, le multipartisme, c'est quoi concrètement. Est-ce que ce n'est pas esquiver un peu la question, parce que je ne pense pas qu'un Ivoirien pense que c'est en invectivant l'autre qui n'est pas de mon ethnie, qu'il va pouvoir trouver son bonheur. Effectivement, c'est vrai que les hommes politiques, de manière stratégique, abusent de cette situation. Je certifie que aujourd'hui, dans nos activités, on a demandé à des personnes, mais pourquoi tu ne veux pas que Ouattara soit candidat? Ils disent non, on nous dit que c'est un Burkinabé. Vous voyez? Donc cette question-là revient. Voilà, c'est ancré encore dans sa tête. C'est quoi l'ivoirité? Hein? On dit non, si tu n'es pas du Nord, si tu es du Nord ou bien tu es burkinabé, on dit... Donc ces choses-là n'ont pas été réglées. Pour nous, le processus de réconciliation nationale devait mettre au cœur... Qu'aurait-on pu faire pour enlever cela de la tête des gens, si les gens ne veulent pas lors du processus d'indemnisation, lors du processus de réconciliation nationale mis en place en Côte d'Ivoire pendant 3 ans, on aurait souhaité que la question de l'ivoirité soit traitée. Qu'on évite, par exemple, Bédier à la tribune en face de ses victimes et des populations qui nous expliquent c'est quoi l'ivoirité. N'est-ce pas une question trop... C'est très important. Clivante. Oui, c'est pas clivant. Il faut qu'il nous explique parce qu'aujourd'hui, de temps en temps, lui il nous dit que l'ivoirité a été sortie de son contexte. Mais il faut qu'il explique. Le contexte de l'ivoirité, c'est quoi? Ça n'a pas été traité. Et pourquoi certaines populations étaient ciblées parce qu'elles supposaient favorables à Ouattara ou à Gbagbo? Il faut qu'on nous explique. Ça n'a pas été traité lors du processus de réconciliation nationale. C'est vrai, vous parlez de la question de la justice. La question de la justice répressive et réparatrice, c'était un mécanisme pour permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver ses lustres d'antan. Mais il y a le processus de réconciliation nationale tel que mis en œuvre par Charles Kounabani qui a eu l'engouement. 73 000 personnes étaient engagées dans ce processus non judiciaire. C'est-à-dire un processus qui devait se mener sans poursuite judiciaire. Alors que c'est seulement 300 victimes qui ont participé au procédure de la Cour pénale internationale. Ça veut dire que les Ivoiriens voulaient de cette réconciliation sans poursuite judiciaire. Mais qu'on leur donne la vérité, que les bourreaux viennent se repentir ensuite pour obtenir le pardon consécutif. Ça n'a pas été fait. La resocialisation des enfants devenus vulnérables et dépendants, d'où ce qu'on appelle les enfants microbes, des enfants en conflit avec la loi. Ce sont des enfants qui ont participé ou qui ont assisté à la commission des crimes les plus graves, les plus atroces. On a brûlé des personnes devant ces enfants. Ce sont des éducations, malheureusement, que les adultes ont données à ces enfants. Est-ce qu'il ne fallait pas traiter ces questions? Au départ, ils n'étaient pas nombreux. Ils ont été identifiés et communiqués à la CDVR, Commission de dialogue, vérité et réconciliation. Les gens n'ont pas traité. Oui. Ça n'a pas été traité. Aujourd'hui, ces problèmes sont là. Ce sont ces enfants-là, aujourd'hui, qu'on dit qu'ils sont utilisés contre les manifestants. Donc, si on comprend très bien, plusieurs fois, on a eu de belles intentions de mettre les choses à plat, mais sur le terrain même, on a esquivé, on a survolé les questions et on n'est pas allé en profondeur, on n'a pas abordé les questions qui fâchent. Oui. Effectivement, il fallait opérer. Il faut avoir le courage de crever l'abcès. Et s'asseoir autour avec tous les risques que cela comporte aussi. Oui, ça ne court pas de risque. Une réconciliation sans vérité. Sans vérité. Aujourd'hui, par exemple, je prends le cas des victimes auraient souhaité trouver Alassane Ouattara dans la salle. Pourquoi on s'explique? Comme ça se fait partout dans nos sociétés africaines, l'arbre à palabre. Oui. Il faut qu'on s'explique. Il faut que les Ivoiriens aient le courage de se regarder en face et se dire la vérité sans violence. Monsieur Diaby, monsieur Koné, la toute première mesure qui a été prise dans le cadre de la réconciliation, c'est la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. On va jeter un regard sur ce qu'a fait cette commission-là et les autres commissions qui en ont suivi. On va tirer un enseignement pour voir est-ce qu'on est sur la bonne voie et qu'est-ce qu'il faut corriger. Mais avant, on va marquer une pause. En retour, le journal de campagne concocté par l'équipe d'Africa 24 déployé ici en Côte d'Ivoire. Merci.
Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de campagne. Au sommaire, le RHDP poursuit sa conquête de l'électorat jeune. Son directeur de campagne, Ahmed Bakayoko, est allé à la rencontre des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Il invite ces derniers à soutenir la vision du candidat Alassane Ouattara. Les détails dans ce journal. Et puis, le candidat indépendant, Kouadio Konan Bertin, prône la paix et la cohésion sociale. Un message délivré aux jeunes de Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire. Également dans cette édition du journal de campagne, la carte postale de la ville d'Abengourou à l'est de la Côte d'Ivoire. Le directeur de campagne du RHDP invite les jeunes Ivoiriens à soutenir la candidature du candidat Alassane Ouattara. Il leur a présenté la vision de développement de son candidat, une vision qui encourage les jeunes à s'intéresser à la vie politique en Côte d'Ivoire. Les détails dans ce sujet signé Ange Nomenio, Marie-Josette Begré. Le RHDP poursuit sa conquête aux électeurs. Cette fois, ce sont aux jeunes porteurs de projets que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a présenté la vision de son candidat. Une vision qui encourage les jeunes à s'intéresser à la vie politique. Je ne vous invite pas tous à faire de la politique, mais il faut vous y intéresser. Et il faut être des acteurs de la vie de votre pays. On peut militer dans un parti politique, on peut militer dans une ONG qui travaille dans la salubrité, dans l'environnement, dans la paix, dans la justice. Il faut faire quelque chose pour son pays. Sinon, c'est les autres qui vont décider pour vous. Toujours dans son message aux entrepreneurs, le directeur de campagne du candidat Alassane Ouattara a exposé aux jeunes les performances de développement et croissance de son candidat. Des atouts que le parti entend développer si leur candidat est élu au soir du 31 octobre. C'est quand vous réduisez la pauvreté comme on l'a fait ici, de 55% à 39%, de près de 15 points en une décennie, c'est 4 millions de personnes qui ne sont pas devenues riches, mais qui ont une perspective où ce n'est pas elles, même des gens à côté d'elles. La campagne en vue de l'élection présidentielle prend fin dans quelques jours. Les deux candidats en lice mettent les bouchées doubles afin de séduire le maximum d'électeurs. Kouadio Konan Bertin embarque les jeunes de Bouaké dans le train de la paix. Le candidat indépendant demande aux jeunes de cette localité à préserver la paix et la cohésion sociale. Retour sur cette rencontre avec notre envoyé spécial à Bouaké, Alain Canon. Kouadio Konan Bertin est allé à la rencontre des jeunes de Bouaké, le chef-lieu de la région du Béké et seconde ville du pays, ce samedi 24 octobre. Il a invité le public venu l'écouter à l'esplanade du centre commercial du Capitole à renoncer aux aventures qui mettent à mal la paix et la cohésion sociale. Bouaké sait ce que c'est que rébellion. Est-ce que Bouaké veut faire encore rébellion? Bouaké connaît la guerre. Est-ce que Bouaké veut faire encore la guerre? C'est à cause de ça que je suis candidat. Je ne veux plus qu'il y ait la guerre dans ce pays. Je ne veux plus qu'on tue un seul Ivoirien à cause d'une ambition et à cause de la politique. Je suis candidat pour remettre les Ivoiriens ensemble comme autant de fouets. Dans la même dynamique, le candidat a précisé que la réconciliation nationale sera l'un de ses principaux chantiers si les électeurs lui confient les rênes de la Côte d'Ivoire. Si le 31, vous partez voter pour moi, quand je suis élu, je dis à Alassane Ouattara, ne quitte pas le pays, c'est ton pays. Tu l'as servi. Je vais te protéger. Je vais te démontrer qu'on peut être ancien président et vivre en Côte d'Ivoire paisible. Je vais chercher Laurent Gbagbo. C'est son pays. Quel que soit ce qui s'est passé hier. Si nous voulons continuer de créer du bonheur pour nos enfants, nous sommes obligés de passer une éponge sur ce qu'on a vécu hier. Que ce soit Soros, c'est mon petit frère. Blé Goudé, c'est mon petit frère. Nous nous connaissons, on a fréquenté ensemble, on a fini ensemble. Le choix de Kouadio Konan Bertin d'axer son discours à Bouaké sur la paix et la réconciliation nationale n'est pas fortuit. Cette ville a été la capitale de la rébellion qui a divisé la Côte d'Ivoire au cours de la décennie 2000. Arsène Kofi est un jeune entrepreneur évoluant dans le milieu de la restauration. Bobby Philémon, notre correspondant en Côte d'Ivoire, l'a rencontré. Il nous parle de son activité et de ses attentes
pour cette élection présidentielle. Tenancier d'un restaurant maquis dans la ville d'Abengourou, Arsène Kofi réclame des élections apaisées. Selon lui, seule une situation stable peut garantir la bonne marche des activités économiques dans la ville. Toujours présent au restaurant, il se confond à la quinzaine de jeunes filles et garçons qu'il emploie. Il participe aux tâches, reste près des clients et s'assure de leur satisfaction. Chez nous ici, nous là, c'est intéressant. Il permet les gens, la population en Côte d'Ivoire, les gens qui sont étrangers, qui quittent ailleurs, ils viennent, ils peuvent passer par là, venir perdre un temps un peu ici. À niveau de la Bengourou aussi, là, beaucoup nous connaissent, parce que c'est longtemps le coin est créé. Beaucoup nous connaissent. C'est que ici, on est dedans un peu. Ah oui, dire merci à Dieu par rapport à ce qu'ils ont fait. Souvent, c'est un business, souvent, ça marche. Souvent aussi, c'est un peu difficile. Dans tout ça, là, c'est le cœur qui t'attrape. Parce que c'est pas toujours tu vas gagner. À un moment, on gagne, à un moment aussi, ça marche pas. À Abengourou, Arsène Kofi est très connu de par son activité, ce qui lui vaut de l'admiration auprès de sa communauté. 2 années qu'il a débuté son activité, il a conquis le cœur des consommateurs. Je viens manger au Mambo Plus parce que la nourriture est bien faite. C'est un restaurant situé au beau milieu de la ville d'Abengourou, précisément à la rue des Banques. Le restaurant est bien placé, le maquis est bien placé. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville, c'est un bon lieu pour l'accueil. À Abengourou, comme partout en Côte d'Ivoire, ce sont plusieurs jeunes qui entreprennent dans différents secteurs d'activité et espèrent une situation sociopolitique plus paisible afin de garantir la pérennité entrepreneuriale. La carte postale du jour nous amène à Abengourou, à l'est de la Côte d'Ivoire. Ville administrative et royale, Abengourou est une ville où les autochtones et les allogènes vivent en parfaite harmonie. Abengourou signifie en langue locale Ani, qui veut dire « je n'aime pas les palabres ». Reportage. Abengourou, chef-lieu de la région de l'Indénié-Djuablin, est une ville de l'est de la Côte d'Ivoire. Elle a reçu la visite du candidat Alassane Ouattara venu présenter ses projets de développement pour cette région à la fois administrative et royale. Située à 210 km d'Abidjan, Abengourou est le fief du peuple Agni. Elle est l'exemple du cosmopolitisme avec une diversité d'ethnies, de religions et d'activités. C'est une ville qui est issue d'une migration, une migration africaine qui est partie du Ghana. Et le peuple d'Abengourou, disons, c'est les Agni Ndénians. Les Agni Ndénians, donc les Agni de l'Andénié. Et donc ils sont arrivés ici au XVIIe siècle. Voilà, et puis après des conflits ethniques, comme partout en Afrique, ils se sont retrouvés dans cette zone. Abengourou est une ville ancestrale qui espère acquérir le développement et fait partie de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Pour les cadres de la localité, la jeunesse est également une ressource sur laquelle la région peut compter. Au niveau de la région, le président du conseil a bien voulu dégager un fonds de 20 millions qui est mis à la disposition des jeunes et des femmes qui veulent entreprendre justement au niveau de la restauration, au niveau de tout ce qui est activité lucrative. Abengourou signifie en langue locale Agni, je n'aime pas les palabres. Elle est à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'était la carte postale du jour signée de nos envoyés spéciaux à Abengourou, Marie-Josette Begré et Bobby Philémon. C'est la fin de ce journal de campagne réalisé depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24. Nous amorçons la toute dernière partie de cette émission qui aborde l'épineuse question de cohésion sociale et de réconciliation en Côte d'Ivoire, d'où nous émettons dans le cadre du processus électoral qui doit conduire à l'élection de nouveau président le 31 octobre prochain. Avec nous toujours M. Isiaka Diaby, qui est président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, et M. Fairaman Rodrigue Koné, qui est sociologue. On va cette fois-ci s'intéresser aux instruments qui ont été mis en place dans le cadre de la réconciliation. La toute première institution qui a été mise en place ici, c'est la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Monsieur Koné, quel bilan faites-vous des travaux de cette commission-là?
Je crois que cette commission a eu le mérite de mener un ensemble d'actions pour créer des espaces de dialogue, essayer de rapprocher plus ou moins les protagonistes d'hier et de traiter un peu la mémoire douloureuse dont on parlait tout à l'heure, en plongeant dans le passé pour revenir sur les faits passés et essayer de trouver un ensemble de mécanismes d'apaisement à travers donc des indemnisations, ainsi de suite. Mais je pense que globalement, le travail qui reste, comme on le disait tout à l'heure, à faire, c'est un travail beaucoup plus en profondeur et un travail beaucoup plus au-delà de l'ombre, hein, je dirais, des acteurs politiques en ce qui concerne le travail au sein des communautés, pour rapprocher les communautés, d'une part, et puis d'autre part, un travail véritable avec les leaders politiques. Parce que nous pensons que si cette mémoire douloureuse est traitée, il y a une véritable thérapie pour ressortir les frustrations et renouer le dialogue entre les bourreaux et les victimes d'hier, il serait peut-être aussi après intéressant de mettre les leaders politiques face à face les uns les autres, mais aussi surtout de redéfinir un cadre de politique plus saine. Donc, à notre avis, la CDVR a fait un travail, mais j'ai peur que ce travail n'est pas suffisamment allé en profondeur et n'a pas forcément guéri les frustrations des uns et des autres. On s'est limité en 1990, mais comme je vous le disais tout à l'heure, le fait que les communautés ethniques se retrouvent plongées dans l'arène politique et en bataille autour du pouvoir, cela remonte un peu dans la période Houphouët-Boigny. Donc, tout ce travail-là doit être fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Samvi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le Guébié? On parle de la mort d'Ernest Bokra. Qu'est-ce qui s'est passé autour d'Ada Kami? Ce travail-là de mémoire pour dire la vérité, pour faire la vérité, n'a pas été fait. Donc les communautés restent encore dans le champ politique, en tout cas en face à face. Monsieur Diaby, est-ce que vous pensez que la CDVR n'a pas posé les vraies questions? La CDVR est restée un peu superficielle. Certains même estiment qu'ils ont beaucoup plus brillé par des spots publicitaires et qu'on aurait pu faire un travail de fond. Effectivement, la CDVR était une très bonne machine, bien réfléchie, bien conçue, bien structurée, et qui avait tous les moyens adéquats à sa disposition pour réaliser ses objectifs. Et malheureusement, d'abord, nous avons dénoncé les victimes à l'époque, dès sa mise en place, dénoncé la personne qui devait mener les actions de la CDVR, qui est un homme politique. Voilà. La société civile devait s'accaparer du processus de réconciliation nationale. Malheureusement, donc c'est la toute première erreur, l'insuffisance que portait la personne chargée d'exécuter le programme de la commission de dialogue, vérité et réconciliation. Elle était dirigée par un homme politique. M. Konabani. En Konabani. Et ensuite, la société civile n'a pas joué son rôle. Les victimes se sont retrouvées seules face à cette machine qui a surfé sur les problèmes, n'a pas creusé, aller jusqu'au fond. On devait, n'est-ce pas, les populations victimes directes ou ayant subi les effets collatéraux de cette longue crise avaient des attentes. Surtout la vérité, la repentance et le pardon consécutif. Mais on n'a pas voulu, je le répète, des victimes des communautés voulaient se retrouver en face d'Alassane Ouattara pour discuter d'un certain nombre de problèmes et comprendre. Pas Alassane Ouattara seulement, des leaders politiques. Oui, des leaders politiques, de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, de Soro Guillaume. Je vous informe aujourd'hui que si la CDVR avait véritablement fonctionné dès sa mise en place, Gbagbo ne serait pas à la CPI aujourd'hui. Encore moins Charles Blé Goudé. On aurait laissé les Ivoiriens essayer cette machine-là. C'est en cas de défaillance qu'on pouvait faire appel maintenant à la justice pénale. Mais malheureusement, la CDVR n'a pas travaillé, n'a pas fonctionné. Vous êtes président du collectif des victimes, donc vous voulez me dire que
les victimes, en fait, ne réclament pas la tête de ceux qu'ils ont considérés comme des bourreaux d'hier. Effectivement, il y a eu 73 000 victimes qui se sont engagées dans le processus de la CEDEAO. Les chiffres de la CEDEAO sont là. Il y a eu que seulement 600 victimes qui ont participé aux procédures de la Cour pénale internationale. Vous voyez que l'écart est très grand. Ça veut dire que les Ivoiriens voulaient d'une réconciliation nationale sans poursuite judiciaire. C'est à défaut qu'ils ont commencé maintenant, à défaut de vérité, de justice, de repentance, qu'ils ont choisi maintenant la justice pénale. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se retrouvent de l'autre côté. Et que des victimes, à la recherche de la vérité, assoiffées de justice et de vérité, réclament encore que la Côte d'Ivoire lève la main sur les mandats d'arrêt émis à l'encontre contre les uns et les autres. Donc cette situation soulève aujourd'hui la question d'une justice équitable. C'est pourquoi les gens parlent de justice des vainqueurs. Si au départ, les uns et les autres s'étaient engagés dans le processus de la justice pénale, toutes les victimes supposées favorables à Laurent Gbagbo allaient se lancer dans le processus de la Cour pénale internationale. Mais les gens ont fait confiance à la CEDEAO, ils n'ont pas obtenu justice, ils n'ont pas obtenu vérité, ils n'ont pas obtenu repentance. Donc c'est ce qui fait que nous nous trouvons dans cette situation. De toute façon, la CEDEAO a fait ce qu'elle a pu, mais elle a été très vite remplacée quand même par une autre institution qu'on appelle le Programme national de cohésion sociale. Oui, il y a eu d'abord le Programme national de cohésion sociale, ensuite la CONARIV. Oui. D'ailleurs, je pense que l'une des faiblesses de ce processus a été la multiplication aussi des structures qui, par exemple, pour définir la notion de victime, c'était très difficile. Finalement, chaque structure avait sa liste de victimes. Donc, il y avait une sorte de cacophonie aussi entre toutes ces structures. Est-ce qu'on n'est pas allé beaucoup plus vers l'indemnisation qui était présentée comme la solution suprême, oui, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire? Tout à fait. M. Diaby a parlé de la question de la vérité. Je pense qu'elle est centrale. La question de la vérité n'a pas véritablement été... je dirais, l'axe central. Hein. C'est comme si on voulait y aller, mais en fait, nous ne sommes pas y allés jusqu'au fond parce qu'il y avait encore des intérêts en jeu. Le jeu politique aussi continuait. Donc, le jeu politique a pratiquement phagocyté, a neutralisé la charge vertueuse un peu du processus à terme. Donc, finalement, mettre en avant, on a même transformé la réconciliation en la substituant à des concepts comme la cohésion sociale, ainsi de suite. Donc, en fait, on n'a pas touché véritablement le fond de la question. Parce que la cohésion sociale, pour l'atteindre, je pense que c'est vraiment un idéal à terme. Mais il faut résoudre ces questions de fond pour reconstruire le lien social. Parce que la réconciliation, c'est ça. Renouer le lien social, mais sur la base véritable d'une vérité, d'un dialogue qu'on a ensuite, et puis d'une repentance. Ce travail, véritablement, n'a pas fait. Et donc, on a mis en avant cette question de l'indemnisation des victimes aussi comme étant une solution, ainsi de suite. C'est vrai que les gens sont indemnisés, mais si les cœurs ne sont pas apaisés, s'il n'y a pas une thérapie profonde au point de vue psychologique, même une sociothérapie pour toute la société, on est condamné à reproduire les mêmes problèmes. Donc c'est pourquoi les tensions actuelles, dans ces tensions, on revoit les camps se repositionner très rapidement autour d'enjeux électoraux, mais avec cette charge historique forte qui fait que finalement le processus en soi n'a pas eu les résultats qu'il fallait. En tout cas, Africa 24 a tendu le micro à certains Ivoiriens qui se sont prononcés sur la réconciliation, leur conception et le bilan qu'ils en font. Écoutons plutôt. Oui, je pense bien que nous sommes réconciliés. La preuve en est, moi, ici derrière dans la rue. Et puis bon, je vais à mes occupations. Si la Côte d'Ivoire va bien, nous on va bien aussi. Si ça ne va pas, nous ça ne va pas. La réconciliation, il y a toujours pas l'arbre dans le pays. Nos frères, nos mères sont décédés, il y a toujours pas l'arbre. Les opposants qui prennent la réconciliation comme fond de marché sont en perte de vitesse, sont en perte d'arguments. C'est vrai qu'au niveau du clivage ethnique, il y a trop de problèmes parce que les leaders là, nous manipulent. Parce que vous ne pouvez pas réconcilier des acteurs politiques, des hommes politiques qui ont une vision différente. Qu'on se mette au-dessus de nos intérêts partisans et cherchons l'intérêt général, n'est-ce pas, de ce pays. Les hommes politiques doivent tout faire pour rencontrer ceux de l'opposition.
Ça a toujours été comme ça. Même si certaines personnes n'ont pas encore compris, je pense que vers la fin, ils finiront par comprendre parce que ça ne sert à rien de s'entretuer, ça ne sert à rien d'être ennemi. Unissons-nous pour l'avenir de nos frères, l'avenir de notre peuple ivoirien. Ça, c'est la vérité, mes frères. Nous allons tirer quand même les enseignements de cette élection, de ce thème, pour nous dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce qu'au-delà de l'élection, la Côte d'Ivoire va rester. Mais il faut faire quoi maintenant, M. Diaby? Oui, pour moi, il faut un sursaut de plus de conscience collective des Ivoiriens. Il faut qu'ils arrivent à se soustraire de l'emprise des hommes politiques. Il faut qu'ils fassent comprendre aux hommes politiques que depuis 30 ans maintenant, vous avez une stratégie politique qui ne font que des victimes, qui ne font que diviser davantage les Ivoiriens. Cette offre politique, il faut franchement l'oublier et passer à autre chose. On veut autre chose. Qu'est-ce qu'on propose aux Ivoiriens? C'est quoi la politique? C'est quoi faire de la politique? Il faut que les Ivoiriens comprennent que les hommes politiques tirent leur force des populations. Les populations doivent utiliser cette force citoyenne pour imposer les manières de faire de la politique aux hommes politiques. S'ils ne le font pas, s'ils ne se libèrent pas de l'emprise des hommes politiques, je pense que nous allons toujours tomber dans le cycle de violence en Côte d'Ivoire, malheureusement. Monsieur Koné, vous avez dit tout à l'heure que quand vient au pouvoir quelqu'un, son ethnie se dit c'est le moment de faire un rattrapage pour gagner tout. Sinon, plus jamais ça ne reviendra. Donc, est-ce qu'il est possible d'enlever cela de la tête des politiques et des militants aujourd'hui? Je pense qu'il est possible par un travail d'abord à la base. Et c'est là où la société civile a un rôle crucial à jouer. Dans une démocratie, il faut des contre-pouvoirs. Il faut que les citoyens aussi qui sont à la base constituent une alternative. La qualité de l'offre politique dépend aussi de la qualité de la demande. À la base, si nous avons une société civile qui encadre ou qui travaille auprès des populations à redéfinir les paradigmes de l'engagement politique, ce serait intéressant. À savoir que on doit revenir aux bases essentielles de la démocratie dans l'offre politique. L'offre politique doit se cristalliser sur les défis majeurs en termes de développement pour les populations. L'accès à la santé, à l'éducation, à l'emploi, et j'en passe, à toutes ces questions qui peuvent garantir l'épanouissement du citoyen indifféremment de son appartenance ethnique, politique ou religieuse. Parce que les jeunes, on dit que les jeunes s'engagent dans le chemin de violence et tout cela, mais ils sont tous frappés par les mêmes problèmes. En Côte d'Ivoire, sur 10 pauvres, 7 sont jeunes. Et je ne suis pas sûr que ces 7 sont du RHDP ou du FPI ou ainsi de suite. Ils vivent tous les mêmes problèmes. Même quand son leader, dit-on, ethnique arrive au pouvoir, ce ne sont pas tous ceux de la communauté ethnique qui sortent du coup de la pauvreté. Il y en a donc, certains on voit très bien que il y a un travail à faire, d'abord au niveau des populations à la base, qui doivent redéfinir leur logique de participation. Une toute dernière question rapidement. Est-ce que le départ à la retraite des 3 leaders politiques, est-ce que ça va sonner une certaine avancée considérable sur la question de la cohésion, de la réconciliation? Monsieur Diaby. Oui, il y a pas absolument, parce qu'il y a une certaine jeune génération quand même qui ont hérité de ces hommes, de ces leaders politiques qui, jusqu'à maintenant en Côte d'Ivoire, qui sont des acteurs de violence, de propos de haine, de division, qui sont là. Et certains souhaitent prendre l'héritage des anciens. C'est contre ceux-là qu'il faut lutter de manière... Donc celui qui disait qu'il faut laisser le pouvoir à la jeune génération, il n'a pas encore trouvé la solution? Non, il n'a pas encore trouvé. Laquelle des générations? Laquelle des générations? Est-ce qu'il y a des générations très violentes qui sont impliquées dans les commissions de crimes de masse graves en Côte d'Ivoire, à qui les ennemis ont assuré l'impunité? Ceux-là viendront prendre la relève. Donc, il faut que les Ivoiriens, aujourd'hui, parmi la jeunesse, choisissent des jeunes qui n'ont pas du sang des Ivoiriens sur leurs mains. Merci, M. Diaby. Finissez, M. Koné. Je pense que le retrait de ces figures-là pourrait apaiser la situation dans un premier temps.
parce que leur ombre pèse. Mais il y a une pédagogie, il y a une certaine pédagogie qui suit cela. Je crois que bien sûr, ça peut porter quelque chose, non? Bien sûr, je pense que leur retrait va libérer les énergies. D'autres acteurs vont émerger parmi, vous parlez d'une génération peut-être de politique, on voit, mais il y a des acteurs aussi dans l'ombre qui peuvent développer un autre type de leadership. Et leur retrait va donner beaucoup plus d'espace. Remarquez qu'il y a un indicateur assez intéressant. Quand on voit les élections locales, on voit très bien que de plus en plus les citoyens à la base désapprouvent les choix des leaders politiques à la base. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une certaine volonté d'affranchissement un peu. Et s'il y a beaucoup plus d'espace, on verra émerger de nouveaux leaders qui seront capables de redéfinir les logiques de participation politique. Faïraman Rodrigue Koné, merci d'avoir été des nôtres pour cette émission. Je rappelle que vous êtes sociologue, également M. Siaka Diaby, président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire. Si vous le voulez bien, on aura refait une autre émission avec vous. Vous allez nous expliquer un peu la question des victimes, de là où ils en sont aujourd'hui, ce qu'ils espèrent réellement, si cela peut apporter un élan au processus de réconciliation. On aura le temps de reprendre contact avec vous. Je vous remercie. Et revenir sur ce plateau. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence et avec le même plaisir. Merci beaucoup en compagnie des programmes d'Africa 24.